Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Salut Louise, merci beaucoup d'être au micro du podcast Histoire de reconversion professionnelle. Merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. Je te laisse peut-être pour démarrer te présenter rapidement qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je m'appelle Louise, je suis autrice et à côté, j'ai créé mon entreprise pour accompagner les auteurs et les autrices dans leurs projets d'écriture. Donc, c'est un peu comme si j'étais coach d'écriture, même si moi, je me décris plutôt comme, du coup, accompagnatrice. Ok, trop bien. Enfin, j'ai hâte que tu nous racontes un peu tout ça. Ça a l'air super intéressant. Enfin, moi, je suis une grande fan de lecture et d'écriture, donc je pense que ça va être hyper chouette de discuter de tout ça avec toi. Et avant d'être autrice et accompagnatrice d'auteurs et d'autrices, qu'est-ce que tu faisais? Alors, j'ai fait en plusieurs étapes. Au départ, j'étais du coup donc assistante d'attaché de presse en édition, toujours dans les Donc, livres. t'étais dans l'édition déjà, les livres et tout ça dès le départ? Tout à fait. Donc moi j'ai fait mes études en édition, mais après, avoir publié mon premier roman, j'ai décidé d'arrêter ce travail-là et en attendant de pouvoir vivre de mon autre entreprise, donc l'accompagnement d'auteurs, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats. OK, donc complètement, différent quoi, encore autre Rien à chose. voir. Et tu faisais quoi dans le cabinet d'avocat? J'étais l'assistante du directeur. OK. Et avant du coup de te lancer dans ce milieu de l'édition, d'écrire ton roman, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce choix de carrière-là, ces études-là? Comment tu es arrivée là-dedans? Alors, moi ça fait très longtemps que j'écris depuis que j'ai, 13-14 ans. Et très rapidement, j'ai su que je voulais travailler dans l'écriture, je voulais être autrice, c'était sûr, mais à cette époque-là, je savais pas trop ni comment faire, ni si c'était possible, tout simplement. Ouais, c'était un peu un rêve quoi. Voilà, c'est ça. Je voulais vraiment le faire, mais je me disais, bon, bah, vivre de l'écriture, ça reste très compliqué, surtout en France, donc bon, mettons ça de côté, continuons d'écrire, mais trouvons quelque chose qui, bah, se complète. Et Mmh. du coup, je me suis tournée vers l'édition. J'avais déjà fait un stage chez Gallimard quand j'étais plus jeune, ça m'avait beaucoup plu. Donc j'ai trouvé des études, à l'époque un DUT métier du livre. OK. Je savais même pas que ça existait, je t'avoue. Et bah, il y en a quelques-uns en France, pas énormément, mais c'est des très chouettes études à faire. Quand on aime les livres, c'est un Ouais, super environnement. trop bien. Bah, si j'avais su, peut-être que je serais allée là-dedans aussi parce que comme toi, j'écris depuis, bah, je pense que j'écris depuis que je sais écrire. Mais je me suis jamais dit que ce serait possible d'en faire un métier. Donc Bah comme oui. quoi, il y a des études qui existent pour aller dans ce monde-là aussi. C'est chouette que tu en parles parce que je pense que c'est pas, quelque chose qui est vraiment su par la majorité des gens. C'est pas des études, classiques ou conventionnelles, on va dire et du coup, moi-même qui aime écrire, je savais pas que ça existait, quoi. Mmh. Et du coup, tu choisis ça, parce que tu te dis: «Je veux quand même être dans le monde de l'écriture». C'est ça. Alors dans le monde du livre, Ouais, parce que là, en fait, le DUT métier du livre, ça regroupe généralement donc 3 grands métiers, l'édition, la librairie et la bibliothèque. Bibliothèque, OK. médiathèque. Donc dans les premières années, généralement, on voit ces 3 grandes sphères avec les différents métiers qui existent dans ces sphères-là et ensuite tu te spécialises. Moi, je me suis spécialisée dans la com. Puisque, du coup, je me suis, vraiment très intéressée, à tout ce qui était, presse et du Mmh. coup, j'ai ensuite bifurqué vers une licence professionnelle en communication de l'édition et ensuite un master dans la même spécialisation. OK. Et ce qui est très chouette, je fais la promo de de mes études, mais généralement ces études-là, elles se font c'est professionnalisant, donc il y a des expériences pro, soit en stage, soit moi j'ai fait de l'alternance et du coup c'est vraiment une super manière de voir si ça correspond à ce qu'on aime faire ou pas. Et là, du coup, toi, ça correspondait? Ça a confirmé, que c'était le bon choix pour toi? Alors ça confirmait, oui et non. J'ai beaucoup aimé cette partie de ma vie et de mon travail, déjà parce que j'ai eu de la chance d'être dans une excellente entreprise avec une super équipe qui m'a
très bien formée. Donc ça a été une expérience vraiment super. Et je pense que si j'avais pu rester dans cette entreprise, j'y serais restée avec grand plaisir et ça aurait été, très positif pour moi. Mais à la fin de mon contrat d'alternance, du coup, ils ont pas pu m'embaucher parce qu'il y avait pas de poste à ce moment-là et en fait, j'ai pas eu envie de continuer dans une autre entreprise. Donc en fait, je pense que OK. moi, ce qui était cher à mes yeux, c'était vraiment plus l'entreprise et l'équipe avec laquelle je travaillais, plutôt que le métier en lui-même. OK. Donc en fait, c'est, à la fin de tes études que tu as bifurqué. C'est ça. Tu pas continué dans le salariat et là, tu avais déjà commencé à écrire ton premier roman? Alors j'en avais déjà écrit, 3 du coup et mon Ah premier ouais! roman avait déjà été publié. En fait, j'ai écrit OK. 2 premiers romans, enfin 2 romans, entre mon lycée et ma licence professionnelle, donc ma troisième année, en gros, Ouais. d'études supérieures, qui eux n'ont jamais été publiés et ensuite j'ai écrit un autre roman qui lui est sorti pendant ma dernière année d'études, donc mon OK. master 2 en fait. Waouh, Et du trop coup, bien. à la fin de mon master, j'ai pas eu de poste chez Ouais. l'employeur chez qui j'étais et du coup, bah, je me suis dit: «OK, tu déjà été publié, t'as vu que ça marchait, tu y vas». OK, donc en fait, le déclencheur, c'est, fin des études, pas de contrat là où tu es et là, Mmh, tu te dis: «OK, maintenant je me lance 100 en tant qu'autrice», dans un c'est premier ça. temps. Ouais. Et comment ça se passe du coup à ce moment-là, pour faire cette transition? Parce que, bah, tu es un peu lâchée dans le grand bain. L'alternance, c'est un pas dans le monde du travail certes, mais c'est aussi, moitié école, moitié travail, donc on n'est pas Mmh. encore tout à fait, 100 sur le marché du travail. Et là, tu te lances, dans un peu je te vois un peu comme, en haut d'un plongeoir qui est hyper haut et tu y vas, quoi. Comment ça se Ouais et bah, passe? clairement. C'était ça, j'ai eu méga peur. Heureusement, j'ai ma fiancée est quelqu'un d'exceptionnel et qui m'a énormément soutenue à ce moment-là. J'ai fait quelques entretiens d'embauche, mais à chaque fois, j'étais en fait très déçue de ce qu'on pouvait me proposer par rapport à ce que j'avais fait. Puisque, alors comme tu dis, l'alternance, ça reste un mélange école-travail, mais on a quand même beaucoup d'expérience et moi, j'ai eu de la Ouais, chance d'être vraiment poussée à faire beaucoup de choses dans mon alternance. Et en fait, à chaque fois que j'avais des entretiens, bah, on considérait que c'était limite comme un stage d'une semaine, tu vois, alors que j'ai passé ouais. 3 ans dans l'entreprise. Donc, Ouais, on dévalorisait l'expérience que tu avais acquise alors que l'alternance, c'est, quand même, hyper, valorisant et on apprend énormément de choses, ouais. de concret, en fait, de Mmh, pratique. Parce que les études, c'est hyper intéressant, c'est hyper important d'en faire, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on nous apprend à apprendre au niveau ouais, des études. On nous apprend la théorie et dans l'entreprise, on nous apprend comment cette théorie, elle est vraiment appliquée, que parfois la théorie, bah, on peut pas l'appliquer et en fait, ça, mmh, on peut pas le savoir si on fait des études, on va dire classiques, sans une partie, professionnalisante, que ce soit des stages ou l'alternance. Et oui, j'imagine que c'est frustrant après derrière qu'en entretien, on valorise pas tout ce que tu as fait. Du coup, bah, là, le manque de reconnaissance, tu le vois, voilà, tout de suite et tu te dis, «Ça va pas le faire, quoi». voilà, c'est ça. C'est vraiment c'est très dégradant, en fait Mmh, et du coup, bah, ça donne pas envie de se donner pour l'entreprise qui te dit ça. c'est Donc, sûr. moi, j'avais, après l'alternance, du coup, je m'étais dit que si je trouvais rien, je débloquais mon chômage et en fait, bah, c'est ce que j'ai fait, et je me suis dit: «Bah, maintenant que j'ai le chômage, autant y aller, quoi, autant rester, à faire ce que je veux, vraiment». Donc, j'ai commencé à écrire des petites choses et puis j'ai gagné un concours d'écriture qui a fait un gros tournant dans ma carrière. Hem, Bravo, je savais Merci. pas. C'est un concours qui est destiné aux personnes qui ont déjà publié un OK. roman ou des nouvelles, des choses comme ça, donc qui ont déjà sorti des textes et en fait, ça m'a permis de rencontrer des éditeurs et de leur Mmh. pitcher mes romans et tout ça. Donc c'est quand même une grosse opportunité. C'était un peu comme si, l'univers me disait: «Tiens, tu as fait la bonne décision, vois Ouais. comme tu peux réussir». Ouais, Et ça t'a conforté dans ton choix de te lancer c'est à ça, 100 là-dedans, quoi. c'est ça. Trop bien. Et puis j'ai commencé à écrire un nouveau projet. Je suis partie, en Italie toute seule pour faire un voyage parce que j'avais besoin d'en apprendre plus sur moi-même. Ça m'a donné un autre projet, une autre idée de projet qui s'est concrétisée il y a pas très longtemps là en roman et qui j'espère va bientôt être signé. Bah, on te le souhaite en Mais tout cas. du coup, ça m'a vraiment,
ouais, poussé à me dire que j'étais capable d'être autrice à temps plein. Mmh. Sauf que, bien évidemment, il y a toujours des mais, j'habitais à Paris à ce moment-là et les salaires, enfin les loyers sont Mmh. clairement adaptés aux salaires des gens, sauf que je n'avais pas de salaire, donc en fait, Ouais. c'était pas possible. Donc ben, je me suis trouvé un travail alimentaire clairement, dans un bureau, un cabinet d'avocats et du Ouais. coup où j'étais assistante du directeur, des autres avocats bien évidemment, mais j'étais surtout, ben, là pour aider le l'associé principal du cabinet et du coup, bah, ça m'a duré un peu plus de d'1 an, le temps que moi je lance mon entreprise et que je décide de déménager. OK, donc tu travaillais à la fois avec ce job, alimentaire, à la fois tu écrivais tes romans à toi et en Oui, même temps tu montais un nouveau projet c'est en ça. entrepreneuriat à côté? Ouais, j'aime Waouh bien et avoir beaucoup de choses. bah, ouais, ça fait beaucoup de choses, en parallèle, mais comme quoi c'est pas impossible d'avoir plusieurs projets et d'avoir une carrière un peu, multicasquette aussi Clairement. et surtout, tu sais, c'est quelque chose que je dis régulièrement, donc les gens vont commencer à le savoir, mais il y a des projets aussi de transition. Ce que tu Mmh, as fait toi en te disant: «Bah, là, si je veux subvenir à mes besoins, il faut que j'ai un job qui me paye, mieux que, bah, le chômage ou ma carrière d'autrice qui est en train de se lancer». Donc d'être OK avec le fait que sur un temps limité, mmh, de faire une activité qui n'est peut-être pas celle qu'on aimerait le plus faire dans notre vie, mais qui nous permet de sécuriser les finances le temps que nos projets se lancent et ça, c'est aussi, enfin le notre carrière idéale, elle va pas se construire, en une seconde et parfois il y a des non. projets comme ça où il faut avoir des choses un peu temporaires, un peu transitoires. Donc toi, c'est ça qui t'a, permis ensuite de te lancer finalement? Ouais. Alors, en fait, ce qui est bien alors cette, période-là de ma vie était très compliquée, donc en effet, c'est faisable, mais je conseille vraiment aux gens qui le font d'avoir une vue sur le futur parce que sinon, vous allez potentiellement faire comme moi et c'est-à-dire, tomber en dépression totale, pleurer tous les matins avant d'aller au travail et pleurer le soir à imaginer aller au travail le lendemain. Mais, Ouais, c'est sûr, on donc en souhaite pas fait ça quand même. non. Franchement, je conseille pas, mais c'est pour ça que moi, je sais que à partir du moment où j'ai eu mon projet d'entreprise, mon projet d'accompagnement d'auteurs et d'autrices, ça a changé énormément de choses pour moi. Parce que au lieu de voir mon travail comme obligatoire, Mmh. je l'ai vu comme quelque chose qui m'aidait le temps de. Et ça change vraiment tout. Hem Parce que, alors c'était clairement pas mon job de rêve. En plus, il y avait certaines conditions qui ne correspondaient pas du tout à ce que, déjà je m'étais imaginé et en plus à ce que je veux vivre. Je suis assez arrêtée sur les expériences que j'ai envie de vivre ou pas dans ma vie. Et du coup, c'est vrai qu'après quelques semaines, je savais déjà que ça me correspondait vraiment pas du tout. Mmh. Mais, je savais au final pourquoi je le faisais, donc ça m'a fait tenir et je pense que c'est ça qui est important, parce que même si voilà, des fois on est obligé de faire ça comme tu dis et ça peut être très difficile psychologiquement, mais si justement on a une vision de la suite et on sait, où on veut aller, pourquoi on veut le faire et pourquoi on se retrouve dans cette situation-là, ça aide vraiment beaucoup à relativiser. Ouais, en fait, c'est donner un sens au choix qui est peut-être inconfortable pour le Mmh, moment, mais pour qu'il soit moins douloureux et mieux vécu, lui donner un sens en se disant: «OK, ça sert mon objectif». Mais c'est c'est vrai ça, que si on est plutôt dans la démarche de, «Bon, bah, là, j'ai besoin d'argent, donc je vais trouver un job alimentaire, mais je laisse complètement de côté mes projets», on peut s'enfoncer dans un truc qui nous convient pas du tout. tout Alors à que fait, quand on y met, cette motivation, cette énergie, cette détermination et ce sens, et ben ça devient plus, comme tu dis, quelque chose de douloureux, mais quelque chose qu'on visualise comme transitoire mmh, et qui nous aide à atteindre l'objectif qu'on se souhaite. Donc, je pense que c'est aussi un switch dans, la tout à façon fait. dont on voit, Ouais, ce projet-là. Mais, tout à pour fait. autant, s'il y a de la souffrance au travail, faut pas rester et parfois, trouver un autre job alimentaire. Mais moi, des fois, je me dis limite même, je ferais un métier qui n'a rien à voir avec ce que je fais, avec mes compétences ou avec, ce que je me sens capable de faire. Je ferais un métier qui juste est là pour me donner Mmh, de l'argent,
mais qui me demandent aucune, réflexion, énergie, intellectuelle ou quoi. Comme ça, je fais machinalement ce truc-là et je garde mon énergie et ma stimulation intellectuelle sur mes projets, à côté. Donc Exactement. parfois même, je veux dire, ben, voilà, je vais aller faire, je sais pas, la manutention, de la caisse, de la vente, enfin peu Mmh, importe, mais quelque chose qui soit vraiment à la hauteur de juste ce que vous avez besoin comme objectif. Donc si c'est de l'argent, juste aller chercher l'argent, quoi, et tout pas y à fait. mettre autre chose de trop engageant. Après, je sais quand on a une grande conscience professionnelle, on s'engage quand même et on se met à fond dedans, mais c'est important de réussir à prioriser aussi si on veut pas laisser tomber le projet qu'on est en train de monter à côté, quoi. Exactement. Ouais, ouais. C'est tout à fait ça. Toute cette transition que tu vis, toi, est-ce que tu te fais accompagner? Est-ce que tu fais une formation par rapport à toi, ton travail d'autrice, par rapport à ce que tu es en train de monter, autour de l'accompagnement d'auteur? Comment tu t'entoures, pour ces projets-là? Alors, niveau, autrice, alors j'ai été accompagnée juste par, enfin juste, c'est déjà un très gros une très grosse présence, mais par les personnes qui lisaient mes textes en avant-première pour après l'envoyer à des éditeurs. Et ça, c'est des personnes professionnelles qui lisent tes textes ou pas Non, forcément? non, OK. c'est mes proches, c'est les personnes en qui j'ai confiance et en effet, pour, certains auteurs et autrices, c'est important d'avoir des personnes professionnelles. On en trouve plein sur le milieu du livre, français ou francophone en tout cas. Donc si c'est quelque chose qui vous appelle en tant qu'auteur ou autrice, il faut vraiment pas hésiter, c'est des très bonnes aides. Mais moi, c'est vrai que je fais plus, confiance à mes proches pour ça. OK. Parce que je sais qu'ils ont l'habitude de mes process et donc ça m'aide à être plus sereine. Je suis quelqu'un de très angoissé, donc ça m'aide. Au moins là, Hem, tu contrôles, voilà, et c'est tu sais ça, que voilà, ils savent, comment toi tu fonctionnes, tes besoins, ils peuvent y répondre et ça te sécurise, quoi. exactement. Alors que pour mon entreprise, là, pour le coup, dans ma famille, on est très peu d'entrepreneurs, donc j'avais un peu aucun repère. Mmh. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me faire accompagner par, quelqu'un qui, faisait une formation de groupe d'entrepreneurs qui du coup donc c'était destiné aux femmes qui lançaient leurs entreprises et ça permettait de voir toutes les étapes, semaine après semaine sur ce qu'il fallait faire pour lancer son entreprise. Ça m'a énormément aidée parce que, bah, ça m'a permis de me rassurer, de voir que je faisais bien les choses et surtout de mettre tout un process en place pour faire les choses correctement. Bah, oui, parce que comme on le disait tout à l'heure, tu es lancée dans le grand bain, mais finalement, on nous apprend pas, dans nos Non, études à lancer des entreprises, quoi. Donc clairement heu, pas. donc heu, finalement tu t'es fait accompagner sur toute la partie, bah, comment ça se passe quand je parce que c'est une chose de vouloir créer quelque chose, Mmh, une chose d'avoir une idée, d'entreprise et ensuite comment on la concrétise cette idée. Donc c'est c'est sur ça. ce volet-là, toi, où tu as ressenti le besoin de te faire aider? Ouais, tout à fait. Bah, rien que savoir les démarches à faire, Mmh. auprès de l'État, en fait, enfin, c'est des choses on comme tu dis, on n'apprend pas, donc en fait, il faut bien que quelqu'un te le dise. Ouais. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Après, je, je ne dis volontairement pas le nom de la personne qui m'a accompagnée parce que je pense qu'il y a des meilleures formations qui existent sur le marché que celles que j'ai prises. Même si j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai créé des super liens et voilà, on est nombreuses à avoir fait cette formation et à ne pas avoir apprécié entièrement la formation en elle-même. OK. Bah, comme quoi, il y en a plein sur le marché, en plus Ouais, des formations, dans l'entrepreneuriat et je vais, je sais pas si tu vas avoir une réponse ou pas, tu me diras, mais selon toi, comment faire, pour trouver la formation qui nous va bien? En plus, là, aujourd'hui, toi, tu es de l'autre côté, tu mmh, accompagnes les personnes et tu vas nous en parler évidemment, mais tu as une partie formation aussi dans ton accompagnement. tout à Donc fait. comment on fait, nous, quand on va chercher une formation? Est-ce que tu as des tips, des idées? Comment toi, tu as pu trouver celle-là et qu'est-ce qui t'a fait la choisir et qu'est-ce qui t'a peut-être manqué pour donner un peu des pistes aux gens? Parce que maintenant, en ligne, il y a plein de choses. Comment on fait pour savoir, ce qui peut nous convenir à nous? Alors, déjà mon premier conseil, alors ça s'applique à enfin, c'est ce que je pense moi pour mes clients, mais c'est également ce que je pense en tant que cliente. Ouais, Je pense qu'il faut prendre le temps de voir quelle est l'énergie de la personne avec qui tu voudrais travailler. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont comprendre ce que je veux dire, d'autres qui vont me dire,
que je suis totalement perchée, mais c'est plus voir comment la personne se comporte et si ça correspond à ce qu'on Ouais. aime ou pas des gens Le côté avec un qui peu on... intuition Voilà, c'est aussi. ça. Je pense que ça, c'est très important. Moi, c'est pas ce que j'avais fait parce qu'en fait, je suis tombée sur une pub Instagram de cette formation. Je suis allée vite fait regarder l'Instagram de la personne. J'ai vu qu'elle faisait une formation gratuite, donc j'ai demandé à accéder à la formation gratuite, qui m'a pas mal parlé. Ça, pour le coup, c'était pile ce que je recherchais. Donc sur le moment, je me suis dit trop bien. Ouais, donc en fait, tu as testé un contenu quand même gratuit avant de rentrer dans le côté payant. Je conseille de le faire Ok. parce que ça permet aussi de voir si les enseignements qui sont donnés et la manière dont ils sont faits correspondent encore une fois à ce qu'on recherche et Ouais. à la manière dont on aime apprendre. Donc ça, c'est important. Et j'avais aussi, du coup, ce qui m'a motivée à prendre cette formation, c'est que je pouvais la financer avec mon compte CPF. Ouais. Du coup, je n'ai rien eu à payer, en fait, sur cette formation. Donc ça m'a beaucoup motivée. Et en soi, je ne regrette pas de l'avoir prise, c'est juste que ça... Ce qui m'a manqué, c'est qu'en fait, ce qu'elle donnait comme contenu sur donc développer son entreprise et tout ça, la créer, ça c'était très bien fait, mais c'était plus la partie trouver des clients, rester sur le marché, vraiment grandir. Toute cette partie-là, c'était pas du tout développé. Et en fait, sur ma promotion d'entrepreneuse, il y en a très peu qui maintenant, donc au bout de 2 ans, vivent de leurs entreprises. Or, c'est quand même ce qu'on recherche Oui. quand on se fait accompagner pour ça. Oui, c'est sûr. Ouais, donc un manque du côté comment on pérennise derrière C'est l'activité, ça, quoi. C'est bien de la lancer, mais comment on la pérennise. Et tout ça, à est-ce que dans la promesse, la personne vendait le fait que tu vas pouvoir vivre de ton activité? Ouais, donc il y a le côté aussi un peu déception, frustration c'est de ça. la fausse promesse. Bon, après, de toute façon, on peut pas garantir un résultat, ça dépend de chaque personne, Non, hein, évidemment, dans tout à fait. l'entrepreneuriat, mais de donner les outils et les moyens pour permettre aux gens d'y arriver, quoi. Et puis après, en fait, c'est vrai que quand tu regardes d'autres formations du même type, tu vois que certaines personnes vont beaucoup plus loin que d'autres. Elle, clairement, ça restait quand même assez en surface. Et du coup, c'est vrai que quand tu payes aussi cher une formation, parce que ça reste un gros budget, c'est très bien de vouloir se faire accompagner et c'est important, je trouve, de mettre du budget dedans. Mais quand c'est un gros prix et qu'en fait t'as pas les résultats derrière, c'est très 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 énervant. Parce qu'encore une fois, moi je suis pour financer ce genre de choses. Je trouve ça important parce qu'il y a certaines personnes qui accompagnent vraiment très bien et leurs prix sont tout à fait justifiés. Mais il y en a d'autres, ça l'est pas. Et en fait, c'est surtout ça qui est énervant. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au CPF, parce que parfois, il y a des personnes aussi qui vont choisir des formations financées par le CPF en pensant que ça engage une certaine qualité de la formation. Attention, le CPF, c'est donc du côté formateur, quand on est référencé sur le CPF, on a juste, c'est quand même un gros truc, mais on a juste passé une certification qui s'appelle la certification Calliope, qui est une certification qui atteste de la qualité des processus administratifs. Absolument pas de la qualité ni des formateurs, ni de la formation. Donc, c'est vraiment purement administratif le CPF. Je sais que c'est alléchant parfois de se dire ah bah je peux financer grâce à mon CPF et moi j'ai pas d'argent à sortir de ma poche perso, même si maintenant il y a quand même un reste à charge CPF qui engage un peu plus les personnes dans leur formation. Mais voilà, continuez de vous renseigner quand même, comme le dit Louise, parce que parfois le CPF c'est pas gage de la qualité de la personne qui vous forme ou de ce qu'elle vous apprend, même si évidemment c'est toujours beaucoup plus qualitatif quand on est certifié au niveau Calliope, mais voilà, ça peut pas engager non plus toute la qualité de la presta. Donc peut-être aussi voir un peu les avis Tout des à fait. personnes qui ont fait les formations. En tout cas, se renseigner parce qu'il y a tellement de formations sur le marché sur tous les sujets, de bien se renseigner, de bien aller voir, comme tu le disais, quelles sont les énergies de la personne. Moi, Ouais, ça me parle énormément ce que tu dis à ce niveau-là. Voir aussi comment elle, enfin, quand on cherche une formation business comme ce qui a été ton cas, comment elle vend sa formation. Parce mm, que si elle vous apprend une technique qui vous-même ne vous parle pas dans sa manière de vendre, bah, ça va peut-être être aussi décorrélé avec votre façon d'être et donc vous allez peut-être pas réussir à mettre en place ce qu'elle va vous apprendre si ça ne matche pas vos valeurs. Ça, c'est tout à important fait. aussi de le Mm, rappeler. oui, Je oui. te rends le bâton de parole, excuse-moi. Non mais c'était une intervention parfaite parce que vraiment ça correspond à ce que je pense donc
Donc voilà. Et du coup, ouais, pour choisir une formation ou une formatrice, formateur, comme tu disais, je pense que ce qui est important, c'est donc de regarder les avis. Bien évidemment, je l'avais fait, mais c'est logique de mettre que des avis positifs sur une page de vente, par exemple. Oui. Aller voir peut-être les avis Google ou Voilà. TripAdvisor, mais c'est pas vraiment. Si, TripAdvisor, il y a quoi d'autre? Pilot, Trustpilot. Ouais, Mm. TripAdvisor, c'est pas du tout des avis. Non, enfin si, mais c'est Je pour dis des n'importe quoi là. restos et des Ouais, c'est ça. endroits. Mais ça marche aussi pour les restos, hein, Voilà, tout à fait, d'aller c'est regarder les avis. important. Pour trouver un bon resto, regardez les avis. Donc voilà, et puis après, je pense prendre le temps de réfléchir. On dit souvent que c'est important de se lancer rapidement, entre guillemets, quand on le sent, et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut quand même prendre le temps bah voilà, de bien regarder si la formatrice ou le formateur correspond à ce qu'on recherche. C'est clair. Sachant que moi, juste après, en fait, j'ai découvert une autre formatrice. Si je n'avais pas dépensé cet argent dans la formation que j'avais prise, j'aurais clairement pris celle de l'autre Ouais. formatrice, et je pense que ça aurait pu m'aider 1000 fois plus. Mais après, on ne peut pas vivre avec des «et si», donc ça Ouais. se trouve, ça n'aurait pas non plus changé grand-chose, mais voilà. Et donc, comment tu as réussi à quand même, mettre en pratique et du coup, aller plus loin que ce que la formation, t'a appris? Est-ce que tu as eu d'autres accompagnements ou qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour, aller plus loin? Alors, moi déjà, bah, j'ai de la chance parce qu'avec mes études dans l'édition, même si c'était lié à l'édition, j'ai quand même fait énormément de com, j'ai travaillé dans la com, donc ça pour le coup, ça m'a énormément aidée à bah, bien axer ma communication, mes pages Instagram, LinkedIn et tout ça. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'était plus facile. J'avais en fait pas vraiment besoin d'être accompagnée sur ça. J'ai pris des formations plus sur, par exemple, moi j'ai pour but de devenir une formatrice en écriture de luxe, entre guillemets, OK. de créer des formations qui sont vraiment qualitatives, et du coup, bah, pareil, ça, je me forme sur comment parler dans le monde du luxe, comment on fait pour créer une offre high ticket, comme on dit. Ouais. Donc sur ça, et puis je me suis formée ensuite, bah, plus ça va être très bête, mais l'utilisation des outils, en fait, tout Ouais. simplement, Bah, que c'est pas bête, j'utilise. faut apprendre, hein, Voilà, c'est ça. avant toute chose. Parce que c'est pas forcément des plateformes qu'on a l'habitude de voir. Donc moi, par exemple, je suis sur System.io, bah, j'ai une formation System.io. J'ai Ouais. aussi une formation pour utiliser mon application d'emailing pour pour utiliser le plus de fonctionnalités possible et avoir quelque chose d'adapté à ce que je veux faire. Ouais, Voilà, donc finalement, tu te donnes les moyens d'avoir les compétences techniques qui te manquent pour pouvoir mettre en place, cet accompagnement, c'est ça. là et qui soit, le plus, automatisé, adapté, possible à ta cible aussi, du coup. Tout à fait. Et puis, ouais, enfin, en fait, offrir la meilleure expérience pour les gens qui rejoignent mes accompagnements, puisque moi, c'est le but vraiment, c'est de donner le plus de moi-même, mais que ça permette aux gens bah, Mmh. voilà, de grandir dans leur écriture. Voilà, et puis vu que là, je sortirai bientôt une offre sur le mindset d'auteur, donc l'état d'esprit à adopter pour aller le plus loin possible, bah, je me forme moi-même à ce genre de Ouais. choses. Euh, je parlais d'énergie tout à l'heure parce que moi je suis très connectée à ce qui est euh, énergie, mais manifestation, être plus positive dans la vie, développement personnel et tout ça. Donc pareil, ça je me fais accompagner sur ça. Je sais pas si c'est vraiment lié à ma mon statut d'entrepreneuse ou si c'est dans ma vie quotidienne, mais en tout cas ça m'aide pour tout, et c'est vrai que ça c'est des bonnes Mmh. formations aussi quand on a envie de devenir quelqu'un de plus élevé, quelqu'un qui ressemble plus à ce qu'on imagine de Mmh. soi-même. Ouais, mais je pense que, enfin, pour moi, je le vois comme quelque chose de très complémentaire. Enfin, pour moi, on n'a pas, même si parfois on porte des masques quand on est dans le milieu professionnel, on reste la même personne au fond. On Mm, a souvent les mêmes qualités, les mêmes valeurs. Alors, dans un cercle très, très proche et dans un cercle professionnel, on va peut-être pas avoir les mêmes comportements tout le temps ou les mêmes fonctionnements, mais fondamentalement, on n'est pas, complètement différents
Et Mmh. du coup, je pense que d'apprendre à se connaître et de faire le point sur, qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de devenir et Mmh. travailler d'un point de vue dev perso aide à la fois sur le côté perso et sur le côté pro et sur ce qu'on a envie d'atteindre comme objectif professionnel aussi. Donc, pour moi, Tout à fait. c'est en fait, moi, c'est même pour moi la base de tout. Parce que si tu arrives à être, déjà aligné, en paix avec toi-même, derrière, tu peux déplacer des montagnes et tu es capable Ouais, je de suis de d'accord. faire tout ce que tu as envie d'atteindre, quoi. Mmh. Donc si ce point-là, il est bien ancré en toi, la suite, c'est comment tu le mets en place, comment tu Tout structures à le fait. reste, mais au moins les bases, elles sont solides, quoi. Et je pense que ça s'applique autant aux personnes qui sont à leur compte que aux personnes qui sont dans un travail de salarié. Parce que si par exemple on a pour objectif de devenir, je sais pas moi, directrice commerciale et que pour le moment on est que entre guillemets, je sais pas moi, assistante de vente, bah, ce genre de travail sur soi-même, ça pousse quand même vraiment à aller chercher ce dont Mmh. on rêve et du coup, je pense que ça, c'est un travail qui est bénéfique pour tout le monde donc Tout à fait. Je suis totalement d'accord. Ouais, c'est, aussi, pour ça que je fais ce que je fais, de mon côté. Donc ouais, bah que tu oui. sois salarié, entrepreneur ou au chômage et que tu aies envie d'aller chercher tes objectifs, déjà savoir, t'affirmer et comment tu peux t'affirmer? Bah, en connaissant tes besoins, en respectant tes limites aussi, Ouais, tout à fait. et en identifiant là où tu as envie d'aller vraiment et c'est là où tu mets ce sens dont tu parlais tout à l'heure, notamment quand tu disais: «Ben, voilà, moi, mon travail qui me plaisait pas, il a pris un tout autre, sens à partir du moment où j'avais mon objectif, où je savais où je voulais aller». Bah, Mmh. c'est pareil dans toute décision de vie. Si on y met du sens et on y met un objectif qui nous parle véritablement, derrière, alors je dis pas que ce sera facile, hein, mais en tout cas, ça déroulera beaucoup plus naturellement et ça aura beaucoup plus il y aura beaucoup plus de motivation et de détermination derrière, je pense. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Et si tu peux nous parler un petit peu de donc cette, nouvelle étape de ta carrière, parce que je le vois un peu plus peut-être comme des étapes où tu as passé, des niveaux Tout à fait. et des étapes petit à petit. Donc cette nouvelle étape d'accompagnatrice, est-ce que, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais? Alors, donc moi, déjà, j'accompagne, sur plusieurs niveaux les auteurs et les autrices dans leurs projets d'écriture. J'ai commencé par, faire un accompagnement, en one one donc juste avec une personne à chaque fois. Mais j'ai très rapidement compris que ça correspondait pas à ce que moi je voulais faire comme type d'entrepreneuriat et comme type d'accompagnement. Donc ça, c'est rapidement passé à la trappe. Et pareil, ça je pense que c'est important de le dire, c'est OK de tester plein de trucs, mais c'est surtout OK de changer quand Ouais. on voit que ça correspond pas, c'est pas grave. Moi, je pense que j'ai pris, ouais, ça m'a pris 3-4 mois à me dire: «Bon, bah, en fait, c'est clairement pas ce que je veux faire. Ciao» et c'est OK. Ouais, je suis bien J'ai d'accord. terminé les accompagnements que j'avais commencés et puis après j'ai changé de formule et c'était beaucoup plus adapté. Puisque ensuite donc j'ai créé, différents accompagnements, certains en totale autonomie et d'autres avec ma présence pour accompagner les gens, par groupe. Moi, du coup, j'accompagne les auteurs, à créer leur roman à travers une école d'écriture où, il y a toutes les informations étape par étape pour, travailler son roman, travailler son idée, pouvoir l'écrire, le réécrire, l'envoyer à des maisons d'édition. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore très vu dans les accompagnements d'auteurs. C'est que j'ai Mmh. fait toute une partie sur l'envoi aux éditeurs, mais également l'après, quand il y a un potentiel contrat qui veut être signé, comment négocier son contrat, ce qu'il faut absolument pas accepter, quels sont les éditeurs qu'on peut contacter, voilà, des choses comme ça qui, grâce à mes études, Ouais. permettent d'avoir des bases quand même beaucoup plus solides que simplement un auteur qui accompagne d'autres auteurs, même si c'est déjà très très bien, je ne remets pas en cause le travail des autres. Mais du coup, c'est hyper complet, quoi. Voilà, c'est ça. Mes Mmh. 2 casquettes me permettent d'avoir quelque chose de concret, complet et voilà, vraiment, très, facile à mettre en place puisque je guide vraiment étape par étape et donc ça, c'est mon accompagnement le plus complet sur la création en tant que telle. Et ensuite, j'ai, un accompagnement plus «simple» entre guillemets, c'est-à-dire sur un groupe, Discord, qui permet de rencontrer d'autres auteurs et d'autres autrices
Ça, c'est vraiment essentiel quand on écrit. L'écriture, c'est un art solitaire, mais c'est quelque chose qu'on n'est pas non plus censé faire tout seul dans son coin, parce que sinon ça devient très rapidement compliqué, déprimant, et puis ça nous ouvre quand même beaucoup moins de portes. Donc moi, j'ai décidé de créer un espace où les auteurs et les autrices pouvaient se retrouver, avoir mes conseils en live, en direct, et pour autant créer aussi des amitiés, et se créer une sorte de carnet de contact, entre guillemets, pour vraiment développer une carrière d'auteur ou d'autrice, sans se prendre la tête et sans se comparer aux autres qu'on voit sur Instagram en se disant oh eux ils ont des copains auteurs, moi j'en ai pas. Bon bah si. Ouais, et puis c'est aussi la vraie vie parce que du coup, moi, je fais partie de cette communauté-là et j'ai pris la formation que tu as créée. Et c'est aussi une manière de se motiver quand on perd un peu le fil de son écriture parce que, comme tu le dis, c'est assez solitaire comme métier ou comme activité. Et des fois, on peut un peu perdre confiance en soi, Tout à perdre fait. l'inspiration, le côté un peu page blanche. Bon, ça m'est jamais arrivé grâce à l'accompagnement parce que j'ai compris qu'il fallait que je travaille mon histoire avant. Ouais. Donc, j'ai jamais de page blanche. J'ai même plutôt plein d'idées qui se rajoutent par rapport à ce que j'ai travaillé avant. Mais avec cette façon de travailler que j'ai découverte grâce à toi justement, de tout préparer avant de passer à l'écriture. Et puis moi, j'ai toujours peur de commencer sur une feuille blanche. Tout Ouais. ce que je fais, si je commence sur une feuille blanche, je suis tétanisée, j'avance pas. Ouais, je comprends, ça fait peur. Bah ouais, moi je suis assez carrée et j'ai un côté créatif, imaginatif, mais c'est pas la plus grosse partie de ma personnalité. Et donc Mhm. c'est vrai que si tu me mets face à une feuille blanche quelle qu'elle soit ou un tableau blanc et on te dit bah vas-y brainstorm, moi toute seule brainstormer, je sais pas faire. J'ai besoin Ouais, soit d'intelligence collective, soit d'être guidée. Mhm. Et c'est là où ton accompagnement, moi, il me correspondait parfaitement à mes besoins parce que c'est de se faire guider, mais en même temps, c'est toi qui travailles ton projet. C'est pas Ouais. quelqu'un qui va le faire à ta place. Donc ça reste quelque chose qui vient de toi. Mais au moins, au lieu de le voir, et c'est ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne, au lieu de voir la montagne, à savoir le roman finalisé, tu vois la première étape de c'est quoi ton idée, Mhm. comment tu veux la travailler, qui sont tes personnages. Et là, du coup, tu commences déjà à monter toute l'histoire avant même d'écrire. Et du coup, quand on vient à l'écriture, c'est un peu la phase finale qui dure. Enfin voilà, il y a encore d'autres étapes après, hein, évidemment. Ouais. Mais c'est un peu la phase où finalement, où moi je le voyais comme je me mets sur mon document Word blanc et j'écris des trucs. Et ben là, j'arrive et je suis en mode, ok, je connais mon histoire, je sais où je vais. Ça bouge évidemment parce que des fois tes Mhm. personnages ils t'emmènent à Bien un sûr. endroit où tu n'avais pas pensé. Et c'est aussi ça qui est beau, je trouve, Ouais. dans l'écriture. Mais du coup, tu arrives avec déjà une direction, comme on le disait tout à l'heure, un sens, un Mhm. objectif. On en revient vraiment à la même chose, mais c'est valable dans tout ce qu'on fait. Si tu sais où tu vas, tu as plus de facilité à y aller, il y a moins de procrastination, il y a moins d'abandon. Et Tout le à fait. côté communauté qui vient aussi renforcer tout ça parce que mine de rien, il y a des phases de doute, évidemment. Et donc là, on peut aussi s'entraider. Ou si on a une idée mais qu'on ne sait pas trop comment la mettre en œuvre, on peut aller demander voilà, comment toi tu écrirais ce type de scène, etc. Mhm. Donc pour ça, c'est hyper intéressant. Bon, je sais que je suis pas la plus active dessus parce qu'en ce moment, j'ai peu de temps et je me concentre sur mon écriture. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de possibilités d'être entourée. Et on le disait aussi, c'est valable pour tout. Être entouré dans la vie sur les projets qu'on fait, ça permet aussi de les mener à bien plus rapidement ou plus sereinement en tout cas. Et en Ouais, tout tout cas, à fait. d'aller au bout, surtout. Oui, et puis potentiellement aussi d'aller plus loin que ce qu'on s'était imaginé. Ouais, Moi, complètement. j'aime bien me dire que la communauté, du coup, des plumes solitaires, c'est mon accompagnement. C'est un peu un cerveau collectif où on met tout plein de choses et puis après on en tire ce qu'on nous on a envie d'en apprendre, Ouais, mais ça permet quand même d'avoir un endroit où plein de ressources sont mises et du coup d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire en étant tout seul. tout à fait. Voilà. Et du coup, donc, je pense que quand cet épisode sortira, mon nouvel accompagnement sortira aussi. Ça devrait correspondre à la même date. Ah, trop Heu, bien. On va mais faire un lancement ensemble du c'est coup. ça, ouais. J'ai prévu là de faire un nouvel accompagnement en autonomie, axé vraiment sur, donc comme je disais, le mindset, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout, mais pas du tout travaillé en France pour les auteurs. Alors que, en fait, comme tu disais, par exemple, le syndrome de la page blanche, c'est quelque chose que tu peux très facilement Mhm. travailler, mais qu'on imagine être
un obstacle vraiment très compliqué à surmonter. On a plein d'autres syndromes comme ça chez les auteurs qui sont majoritairement dus à un état d'esprit qui n'est pas forcément adapté. Et du coup, vu que c'est quelque chose que personne ne travaille, bah, j'ai décidé que je serais la première à le faire. Donc Trop bien. voilà, je vais sortir quelque chose de nouveau, mais j'ai très hâte parce que je pense que ça va être un gros tournant, y compris donc pour moi, mais aussi pour les auteurs que j'accompagne et ceux que je vais accompagner sur cette formation. Trop bien. Bah, écoute, on a hâte de voir ça en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, là, tu fais un teasing, on est en fin février. Quand l'épisode va sortir, on sera mi-mai. Donc les gens, ils pourront direct aller voir ce que c'est. Il y aura pas C'est ça. besoin d'attendre que ça sorte. Donc ça, c'est chouette. Au moins, je mettrai tous tes réseaux évidemment dans la description. Et comme ça, vous pouvez aller voir ce que Louise propose et la nouvelle offre. Et puis voir comment elle a évolué aussi depuis Tout à qu'on fait. s'est parlé. Mmh. Et je voulais faire un petit retour arrière parce que tu disais du coup que tu as testé l'accompagnement individuel. Est-ce que tu as su identifier ce qui te plaisait pas, ou ce qui te manquait et qui a fait que tu as Alors, choisi de changer? ce que je sais, c'est que déjà, moi j'aime bien bah, l'idée de groupe, de un parce que ça permet de rencontrer des gens, mais en plus ça permet de s'entraider sur des problématiques, comme on disait. Mmh. Et puis au début du podcast, je disais que j'étais très angoissée et clairement, moi il y a une chose qui est très compliquée pour moi, c'est être en face, d'avoir des rendez-vous avec quelqu'un. OK. Et c'est vrai qu'un accompagnement en one-one, bah, t'as des rendez-vous Zoom ou en présentiel selon la formule que tu fais. Moi, c'était sur Zoom. Mais en fait, dès que c'était une journée où j'avais un rendez-vous, j'étais en PLS. C'était une catastrophe. Ça correspondait pas à toi et à tes fonctionnements, en Voilà, c'est fait? ça. C'était pas du tout moi. Ça se passait toujours très bien. Je délivrais les mêmes conseils que ce que je délivre maintenant sur l'école ou sur la communauté. Donc, c'était très qualitatif, mais ce n'était pas moi. Et du coup, moi, je passais Mmh. un très mauvais moment. Même si la personne en face de moi était ravie, moi, Oui. c'était ultra compliqué. Donc, donc je me suis dit très rapidement que il fallait pas que je m'impose ça, parce que ça servait à rien. C'est mon entreprise, c'est moi qui décide, en fait. Ce serait dommage de Euh, toi-même faire quelque chose, que ouais. tu aimes pas faire, quoi. Ça, c'est Ça, sûr. c'est très con. Du coup, il y avait ça et puis, et ouais, en fait, l'idée que j'avais aussi envie d'avoir quelque chose, qui puisse être fait en autonomie pour les gens qui suivent la formation. Parce que je sais que moi, j'aime beaucoup les formations où justement, bah, je fais à mon rythme, de 1, de 2, j'ai un suivi mais pas forcément, trop cadré parce que j'aime bien être, enfin, pas forcément confrontée aux gens, en fait. Donc j'ai envie de me confronter aux gens quand j'en ai envie. Ouais. Si j'ai des rendez-vous, bah, ça me stresse. Donc j'ai pas non plus envie d'imposer ça à d'autres personnes, parce que je suis sûre de pas du tout être la seule à penser comme ça. Donc, je me suis dit: «OK, je vais faire quelque chose qui, moi, me plairait pour les Mmh. gens qui pensent comme moi». Ouais. Ça Oui, a puis en plutôt plus bien comme marché. ça, tu te connais très bien, donc tu connais très bien ton client idéal C'est ça. et comme le client idéal, c'est le nerf de la guerre dans l'entrepreneuriat, si tu te connais bien et que tu connais parfaitement, les personnes à qui tu vas vendre, bah, là, le match, il se fait, quoi. Tout à fait. Donc Voilà, finalement, tu as créé un accompagnement que toi-même, tu aurais aimé, avoir si tu en avais eu besoin. clairement. C'est l'accompagnement que tu aurais voulu avoir, quoi. Je dis souvent d'ailleurs que, quand j'ai commencé, si j'avais pu avoir une formation pareille, j'aurais été, mais la plus heureuse du monde. Parce que donc moi j'ai commencé tôt à écrire mes romans, puisque le premier roman que j'ai écrit, je l'ai terminé quand j'étais en première Ouais. et bon, bah, c'est très jeune pour commencer à écrire et à se confronter, bah, aux éditeurs, mais même aux bêta-lecteurs parce qu'en fait moi mon premier roman c'était une catastrophe, tout simplement parce que je n'avais pas du tout les bonnes habitudes, j'avais pas les bonnes techniques d'écriture et tout ça. Bon, bah, la première personne qui m'a lu, son retour, ça a été: «Louise, hem, c'est bien, mais c'est pas bien, en fait. Genre, tu as beaucoup trop de choses qui vont pas» et alors moi, ça m'a mais
Encore une fois, PLS, hein. Je pense que j'ai pleuré toute la matinée où j'ai reçu ce message parce qu'en fait, je me suis vraiment dit: «OK, en fait, je vais jamais y arriver». Alors bon, bah, c'est faux déjà, Alors que et mais puis en plus, tu étais jeune, tu avais eu voilà. quand même la force d'écrire un roman entier, de le Mmh, soumettre à quelqu'un mmh, et d'accepter, on va dire, ce retour que la personne a pu te faire et de quand même continuer et pas abandonner à ce moment-là. En plus, tu étais pas du tout accompagnée, tu as fait ça de manière tout à fait. intuitive parce que c'était ce qui t'appelait. Mmh, Donc bon, à ce moment-là, tu pas le recul nécessaire pour te dire tout ça, mais avec le recul, c'est énorme et c'est ce qui, ouais, je pense, t'a aidé à avancer aussi dans ton écriture et à pouvoir aujourd'hui accompagner, des auteurs et des autrices, parce que toi, tu es passée par ces étapes-là et tout que à fait. justement, bah, tu étais un peu seule et que tu aurais aimé peut-être avoir, cette communauté à ce moment-là, notamment. C'est ça et puis j'ai pas du tout envie que d'autres auteurs se retrouvent dans ma situation. Donc ouais, tout à fait, c'est pour ça que j'ai créé au départ, mes accompagnements. Maintenant, c'est parce que j'adore ça que je continue de le faire, mais c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment pour me dire: «Bah, comme ça, je suis sûre qu'il y a les gens que j'accompagnerai ne se retrouveront pas dans ce que moi j'ai pu vivre». Et je sais que ça j'ai plusieurs de mes clientes qui sont venues me voir en me disant: «Mais en fait, Louise, tu pas changé ma vie, mais tu as changé ma manière de voir cette Mmh. partie-là de ma vie». Et en fait, bah, à chaque fois que j'ai ce genre de retour, je suis en mode: «Ah, ouf, je sers à quelque chose» et Ouais. je permets à des jeunes auteurs ou autrices de, bah, voilà, de pas justement s'arrêter parce que quelqu'un va leur dire: «En fait, c'est nul ce que tu as fait, je suis Ouais. désolée, mais c'est pourri». Bon, bah, Mais voilà, puis il y a c'est manière et manière de dire les choses. Je veux dire, s'il y a oui. des incohérences, ce qui est normal, je pense, dans Mmh, un 1er jet, tout à on peut fait. le dire aussi avec, bienveillance et et pas dire c'est pourri. Donc aussi l'importance de bien choisir ses Ouais, alpha et bêta lecteurs. Peut-être que tu peux expliquer, parce que du coup, moi, j'ai appris ces termes-là dans ton accompagnement. yes. C'est quelle est la différence entre alpha et bêta lecteur? Alors, un alpha lecteur, ça va être quelqu'un qui va lire, ton roman au fil de l'écriture. Donc, par exemple, si tu en es au chapitre 10, bah, lui, il aura lu lui ou elle aura lu, les 10 premiers chapitres et quand tu auras fini ton chapitre 11, bah, il va lire directement le chapitre 11. Ça, c'est un alpha lecteur ça permet déjà de garder la motivation pour écrire parce que c'est très simple aussi de commencer un roman et de se dire: «OK, personne ne lit, j'arrête». Mmh. Ouais, carrément. Hem Ça permet de directement voir les choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas pour la période réécriture et puis, surtout, je trouve que c'est un bon moyen, de vraiment, hem, voir là ce qui fonctionne dans le sens où, est-ce que, par exemple, mes personnages sont bien construits? Est-ce que, Mmh mh. mes idées sont cohérentes? Voilà, ça c'est très important d'avoir une alpha lecture parce que ça permet de rester motivé et d'avoir une vue réaliste sur ce qu'on écrit. Un bêta lecteur, ça va être du coup plutôt à la période, réécriture. Généralement, donc on a terminé le premier jet au moins. Potentiellement, on a déjà fait une réécriture et on a envoyé le texte complet à une personne qui va le lire d'une traite et qui du coup là va faire des retours, potentiellement très précis si c'est ce que tu lui demandes de faire, mais aussi, de manière globale sur ton texte en entier. Mmh. Pour voir, voilà, là, s'il y a des grosses incohérences, si C'est ça ça. fonctionne ou pas. Donc ouais, aussi bien choisir, enfin là, c'est un peu note à moi-même, mais bien choisir aussi les personnes à qui on soumet ce texte-là et comme tu le dis, toi, tu as plus confiance du coup en tes proches et c'est peut-être aussi, avec l'expérience, le fait de l'avoir soumis. Alors je sais pas qui était la personne qui t'a fait ce retour-là pour toi, mais voilà, de bien choisir à qui Mmh. on partage une partie de nous, en De fait, nous, ouais, heu, par rapport à, au retour qu'on aimerait avoir. Alors le but, c'est que ce soit constructif et pas qu'on ait des gens qui nous disent juste: «Oh waouh, c'est génial, tout à fait. exceptionnel, vas-y». Qui est quand même une part de, qu'est-ce que je dois retravailler pour que ce soit vraiment, cohérent, mais aussi de le partager à des gens qui aiment le genre dans lequel on écrit. Ouais, Parce que je sais que moi, par exemple, j'aime pas du tout tout ce qui est polar, tu vois? Donc si tu me donnes un texte à lire, polar, bah, j'ai déjà je suis déjà un a biaisée priori. de base Mmh. parce que c'est pas le genre que j'aime lire. Donc déjà de base, bah, je vais être un peu, dans ma lecture, va falloir que je me fasse violence et que je regarde ça avec un œil hyper, enfin pas constructif, mais objectif Ouais. pour ne pas juger le genre qui ne me plaît pas. Donc c'est aussi ce truc-là de se dire, bah, si je donne, un roman à lire à une personne qui n'aime pas du tout, le genre que j'écris, je risque d'avoir des retours qui vont être biaisés aussi.
Mais en Tout même à temps, fait. ça peut être très constructif aussi, hein. Alors ça peut être constructif. Je pense que ce qui est important, surtout quand on choisit les personnes qui relisent nos textes, c'est d'être honnête avec eux dès le départ sur ce qu'on recherche. Mmh. Moi, par exemple, je fais toute une liste des choses que j'ai envie de voir dans les retours pour que les personnes sachent comment ils doivent lire, mon texte. Par exemple, du coup, je précise bien que j'ai envie d'avoir les choses qui sont négatives, mais que c'est important pour moi de voir, par exemple, les passages qui font rire ou qui font pleurer ou qui rendent heureux. Parce que Mmh. je sais que ça va être quelque chose de positif pour moi par rapport à ma plume, et du coup, ça va contrebalancer. Pareil, moi, quand je fais des bêta-lectures, parce que ça m'arrive, ben, je sais que je mets beaucoup d'émojis. Je mets des cœurs, je mets des petits smileys, des choses comme ça, pour montrer que même quand c'est une critique, c'est jamais fait méchamment. Parce que c'est très facile d'interpréter un commentaire. Un écrit, ouais. Voilà, C'est de rajouter de l'émotion, en fait, dans ce que tu c'est vas ça, écrire, quoi. c'est ça. Parce que, alors après ça dépend. Moi, c'est parce que je sais que je préfère avoir des retours euh, qui peuvent être négatifs mais gentils. Il y a des gens qui préfèrent que ce soit direct, tu vois. Bon, bah, dans ce cas-là, Mmh. tu dis, bah, moi, je veux que tu sois direct, je m'en fous si c'est quelque chose de très négatif, tu me le dis comme ça, et puis je travaillerai avec. Mais Ouais. psychologiquement, c'est quand même très compliqué d'entendre quelqu'un qui te dit, bon, bah là, franchement, tu t'es foiré sur ce passage. Non, tu peux le dire en disant, bah, là, je pense qu'il y a ça qui colle pas, tu peux le retravailler comme ça ou comme ça. Moi, je te conseille ça, ça collera plus à ton paragraphe en général, mais tu es capable de le faire, tu vois. Bah, c'est quand même beaucoup plus simple de recevoir ce genre de commentaires plutôt que, bon, là, c'est clairement nul. Ouais, et puis Voilà. après, il y a aussi le côté un peu subjectif de chaque personne où moi, je vais trouver un truc nul parce que ça va pas me parler ou Oui. parce que ça va pas être comme j'aime lire. Mais Mmh. pour autant, si la personne aime écrire comme ça ou veut garder un passage qui est important pour elle, il y a aussi ce côté-là où bah, ça reste quand même un écrit de l'écrivain à la Mmh. base. Si c'est pas complètement incohérent C'est ça. et voilà, pourquoi pas le garder tel quel aussi. Moi, je sais des fois que mon alpha lectrice, elle me dit ah bah là, moi je trouve que la phrase elle est, tournée un peu bizarrement, je comprends pas le propos et des fois je suis d'accord avec elle et Mmh. des fois je me dis: «Bah ouais, mais moi c'est ça que je veux donner comme, c'est ça que j'ai envie de donner comme message, c'est ça qui» alors OK, ça parlera pas à tout le monde et c'est normal, on peut pas Tout à plaire fait. à tout le monde, mais moi ça me parle et ça pour le coup je veux pas le changer, bon bah je le change pas. Il y a aussi ce Mmh. truc-là de réussir à faire le ping-pong entre les retours qu'on va avoir, ce qu'on Ouais, a envie de changer et là où il y a pas de c'est pas négociable, on le garde, tel quel. Est-ce tout que à toi, fait. tu conseilles d'avoir plusieurs bêta lecteurs du coup, plusieurs alpha Ouais. lecteurs, qu'est-ce que tu conseilles en termes de Alors, d'accompagnement là-dessus? en alpha lecture, je conseille de pas en avoir plus de 2. Moi, j'en ai 2. Je trouve que un c'est pas mal, parce que encore une fois, c'est plus l'alpha lecture, c'est plus le lien que tu as avec la personne qui va compter plutôt que ce qui va vraiment te dire, parce que avoir une vue d'ensemble sur un texte où t'as que 11 chapitres, bon bah c'est compliqué. Donc un ou deux c'est bien parce que ça te donne la motivation, mais que tu perds pas de lecteur pour la suite. La bêta lecture, je conseille entre alors 3 et 4 personnes avec potentiellement des rôles pour chacun. Moi, OK. par exemple, dans ma bêta lecture, j'ai une personne qui va vraiment être là donc pour me donner un ressenti global de l'histoire, mais pour aussi faire la correction du texte. Donc, il y a tout ce qui est faute d'orthographe et tout ça qui passe chez elle. Et ensuite, j'ai 3 autres personnes qui lisent le texte et qui me font des commentaires sur les chapitres et en global. Certaines personnes de cette bêta lecture-là viennent également de mon alpha lecture, donc c'est généralement une personne qui a lu donc chapitre après chapitre et qui me le Mmh. relit entièrement. Et ensuite, j'ai 2 personnes qui ne connaissaient pas du tout le texte et qui le découvrent pour la première fois. C'est ce que je conseille parce que alors comme tu dis déjà, la lecture c'est très subjectif, donc c'est important de ne pas se cantonner à un seul avis et pour autant, il faut pas en avoir trop parce que tout le monde aura des commentaires différents à te faire Ouais. Après, tu et sais plus ce que tu vas faire voilà, dans ta réécriture. c'est ça. Et toi, il faut que tu saches aussi écouter ton instinct, comme tu disais, bah, savoir quand tu veux changer quelque chose parce que c'est ce qui est mieux pour ton texte et savoir quand toi, non, tu veux vraiment garder ça. J'ai un très bon exemple sur le texte que j'ai écrit suite à mon voyage en Italie. C'est un, c'est un road trip
après le décès de quelqu'un dans la vie du personnage principal. Et en fait, j'ai donc fait lire ce livre à 7 personnes. Ah ouais, quand Ouais, même. ouais. 2 alpha lecture et donc non, 6 personnes et 4 personnes en bêta lecture. Sur les 6 personnes, il y en a une qui m'a dit que pour elle, mon texte était bien, mais qu'il manquait un personnage qui était l'Italie en elle-même. Et que Ok. pour elle, il fallait que je mette beaucoup plus de descriptions, beaucoup plus d'explications. Et en fait, moi, c'est pas du tout ma plume. Moi, je suis très efficace, je fais des chapitres très courts parce que j'aime la lecture rapide, j'aime quand c'est dynamique, j'aime quand c'est vraiment centré sur les personnages et pas tant sur les descriptions. Déjà, c'est un livre là qui est très introspectif parce que le personnage principal est en dépression, logique, vu le décès qu'elle a subi, la perte qu'elle a subie. Mais du coup, je suis déjà vraiment beaucoup dans les pensées du personnage. Et en fait, rajouter de la description, je me Ça suis dit que ça alourdit allait être, mais peut-être? oui, Ouais. ça allait être plombant. Mais au début, en lisant ses commentaires, je comprenais tout à fait son opinion et j'étais là, bon bah ça se trouve, je dois l'écouter et tout. Bah, je l'ai pas fait, parce que déjà mon instinct me disait de pas le faire, mais surtout j'en ai parlé avec les autres bêta lectrices qui m'ont toutes dit, mais en fait là, t'as déjà beaucoup de descriptions, si t'en rajoutes, ça va être, mais vraiment méga chiant en fait. Et personne va vouloir le lire. Ou à part vraiment les gens qui adorent les descriptions, Ouais. voilà, mais moi c'est clairement pas mon cas, donc je vais pas écrire ça non plus, tu vois. Et c'est pas parce que quelqu'un te dit, bon bah tu dois faire, enfin, tu peux faire ça, ça sera plus adapté à ton texte que ça l'est vraiment, parce qu'en fait ça reste Ouais, ton texte. c'est Donc ça. c'est ton ressenti qui compte. Trop bien, bah, Voilà. hyper intéressant. Bon, on est allé en profondeur dans, Oui. dans ce que tu fais, mais c'est trop chouette parce qu'on voit aussi bah, ton expertise. Et puis moi, ça m'intéresse particulièrement aussi parce que j'ai écrit mon premier roman grâce à toi et ton accompagnement. Donc, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de se lancer dans l'écriture? Alors, je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de bien travailler son histoire avant. Donc ça, c'est ce que j'enseigne vraiment dans mes accompagnements, c'est travailler à fond, même si on a envie de se lancer comme ça, c'est important quand même d'avoir une bonne base derrière soi parce que écrire, ça reste comme, je fais souvent cette comparaison, c'est un peu comme traverser la Manche à la nage. Tu commences, t'es méga excité, c'est trop bien, les premiers kilomètres, t'es en mode ouais, je vais trop bien réussir, et puis après, tu te retrouves au milieu de l'eau, au milieu de la mer avec rien sous tes pieds, personne pour t'encourager derrière parce que tu vois plus le large, mais tu vois pas non plus ce qui va arriver. Donc t'es tout Mhm. seul, t'es paumé au milieu de nulle part. Et là, tu te dis, bah qu'est-ce qui se passe? Tu te noies parce que t'as rien sous les pieds. Alors que si t'as une base plutôt bien travaillée, voire très bien travaillée, bah en fait c'est comme si t'avais, je sais pas moi, une petite planche de surf sous tes pieds qui est là pour t'aider quand t'en as marre de nager. Donc ça c'est très important. Et ensuite, je pense que mon deuxième conseil, ça serait de pas se prendre la tête. Surtout pour les premiers romans. Au début, vraiment, ça risque d'être catastrophique. Les premiers textes, c'est souvent pas nos meilleurs, mais écrire, ça reste quelque chose qu'on apprend. Ouais, C'est pas faut que bien du talent. commencer, quoi. Voilà, faut commencer quelque part, c'est vraiment pas que du talent, donc en fait, c'est pas grave si au départ c'est un peu nul. Euh, le tout, c'est d'avoir une marge d'amélioration et de se sentir capable de le faire. Il faut pas Mhm. abandonner juste parce qu'on a l'impression que c'est pas ouf. Voilà. Et mon dernier conseil, c'est important, c'est ton texte, ton premier jet et même ton texte envoyé en maison d'édition n'aura rien à voir avec les textes que tu lis qui sont dans ta bibliothèque, tout simplement parce qu'ils ont été travaillés par des professionnels de l'écriture et de l'édition, des éditeurs, des correcteurs. Donc c'est normal que ta qualité de texte ou tes idées ou tes personnages ne soient pas aussi bien que ce que tu peux lire toi-même, puisque ça a été travaillé. Ça, c'est Voilà. un conseil que tu m'as donné récemment quand Oui. j'ai douté. Mais c'est très important d'en avoir Ouais. conscience. Ouais, clairement. Oui, oui, c'est clair. Mais et surtout quand tu aimes lire aussi, ce qui est Ouais. mon cas, et je lis beaucoup le genre que j'écris aussi Mhm. actuellement. Et du coup, moi, j'ai tendance à comparer, ce qu'il faut pas faire. Ne vous comparez pas dans aucun domaine. Mais c'est vrai que si tu compares ton premier jet du premier roman que tu es en train d'écrire dans ta vie à Tout à un fait. roman, en plus, moi, je lis des romans là en ce moment qui datent de 2009, donc qui sont beaucoup plus vieux.
qui sont la deuxième saga de l'auteur. Donc, il a déjà écrit 3 ou 4 ou 5 tomes avant d'une autre saga. Enfin, ça n'a aucun sens. Ouais, C'est absolument incomparable. Et comme tu le dis, ça a été retravaillé ensuite. Donc voilà, rester dans son écriture au stade où on en est nous et juste d'améliorer la version de notre texte à nous en tout fonction à de ce fait, qu'on a comme retour et de ce qu'on a envie de faire. C'est la seule comparaison qui est la plus viable en fait. Sinon, tout après, à ça fait. nous empêche d'avancer. Ouais et puis ça s'applique à l'écriture, mais ça s'applique vraiment à tout parce que ce soit dans le travail, salarié ou dans l'entrepreneuriat, on peut pas se comparer aux autres parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a eu avant pour eux. On Ouais, connaît juste notre parcours à nous. Mais si ça fait 2 ans que toi, tu es dans l'entrepreneuriat et que tu te compares à quelqu'un qui a 15 entreprises parce que ça fait 20 ans qu'il est dedans, bon, bah, c'est sûr que tu pas au même niveau et c'est normal, en fait. Donc ouais, c'est clair. ça s'applique vraiment à tout. Et d'ordre plus général par rapport au sujet du podcast, est-ce que toi, tu penses que la reconversion, quelle qu'elle soit, entrepreneuriat, salariat, peu importe, est accessible à tout le monde? Ouais. Je pense que alors, ça peut être plus compliqué pour certaines personnes que pour d'autres, ça c'est certain. Mais moi, je pars du principe que tout est accessible à partir du moment où on s'en donne les moyens. Et je pense que ça vient aussi beaucoup de mon travail de dev perso. Euh, à partir du moment où on pense, on imagine quelque chose, où on veut quelque chose, c'est faisable. Après, il faut trouver les solutions. Et comme je disais, il y a des solutions plus simples que d'autres, ça on est bien d'accord. Il y a des formes de vie qui sont plus simples. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai juste un chien et j'ai ma fiancée. Bon, bah on est d'accord que si j'avais 3 enfants, ça serait différent. Mais pour Mmh. autant, quand tu vois des personnes de 50 ans reprendre des études de médecine parce qu'ils ont envie d'être médecin généraliste à du coup 57 ans, et bah ça le fait quand même. C'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça se fait. Et pour moi, la reconversion, c'est possible pour tout le monde, mais il faut avoir un sens, une vision et un objectif, quelque chose de vraiment concret et savoir pourquoi on le fait. Encore une fois, ce fameux sens qui revient et qui fait sens du coup. Voilà. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Je suis très d'accord, avec ce que tu dis. Est-ce que tu veux nous ajouter, quelque chose par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes projets, par rapport à ton domaine avant qu'on termine? Alors pas forcément par rapport à ce que je fais ou à mon domaine, mais je pense que c'est important de préciser que euh, ce qui est bien dans notre monde actuel, c'est qu'on peut se faire accompagner par plein de gens. Toi, par exemple, dans la reconversion, t'accompagnes les gens pour le faire de la manière la plus agréable possible et la plus sereine. Et je pense que quand on a envie de faire quelque chose, donc moi par rapport à l'écriture, toi par rapport à la reconversion, plein de formateurs par rapport à créer son entreprise, bah, c'est important de se faire accompagner justement pour avoir les meilleurs conseils adaptés à notre situation. Et je pense que quand on a vraiment envie de quelque chose, bah faut pas hésiter. Il y a certains formateurs qui sont plus accessibles que d'autres. Ça dépend encore une fois de la situation. Mais je pense que qu'importe le prix que ça représente, c'est important d'avoir des gens qui sont adaptés à nos besoins. Mmh. Tout à fait. Merci pour ce mot de la fin. Merci beaucoup aussi pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé et Merci à merci toi. d'être venu, sur ce podcast. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!